Évadez-vous devant votre programme avec le patrimoine mondial de l'UNESCO à Nancy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. L'IVG a été adoptée il y a un demi-siècle en Tunisie, mais y recourir reste encore compliqué aujourd'hui. Qui est le bon père de famille ? L'essayiste Rose Lamy s'est penchée sur la question. Elle conclut qu'il n'est pas forcément aussi formidable qu'on veut bien le croire. Elle est notre invitée aujourd'hui. Et puis dans un archipel comme les Maldives, savoir nager est important. Pourtant, seuls 10% des jeunes filles maîtrisent la nage. La Tunisie célèbre cette année 50 ans de droit à l'avortement. Même si l'IVG y a été légalisée bien avant d'autres pays de la région, elle reste encore taboue. Leçons de morale, objecteurs de conscience, manque de moyens des structures publiques sont autant de freins pour les femmes qui ont besoin d'y recourir. Le reportage de Lilia Blaise et Hamdi Telli. Dans cette clinique de Tunis, Salma vient faire le suivi avec sa gynécologue après sa première interruption de grossesse. Il n'y a plus rien. Donc là, c'est votre utérus, je vous montre. Elle a souhaité garder son anonymat, même si elle assume son choix. J'ai toujours peur du stigmatisme de ce choix, le regard général de la société, même des gens proches. Une peur qui l'a fait opter pour des services payants dans le secteur privé, alors que l'IVG est gratuite dans le public. J'ai lu beaucoup d'expériences d'autres personnes. La majorité des Tunisiennes qui sont allées vers le public discuter, parler de l'interaction avec le cadre médical qui n'était pas très professionnel, qu'il y avait des gens qui essayaient de changer leur avis, de mettre des délais interminables. Les IVG médicamenteuses sont autorisées jusqu'à 9 semaines de grossesse. Selon les associations, les délais d'attente les rendent impossibles dans les centres du planning familial. Les patientes doivent donc recourir à l'IVG chirurgicale, service peu pratiqué dans le public faute de moyens et de personnel soignant. Dans le privé, l'intervention coûte 600 dinars, soit 180 €. C'est vrai que c'est un droit. Et c'est dommage que la planification, le planning familial en Tunisie, qui était vraiment le joyau du monde arabo-musulman, on était avant-gardiste. On a eu l'accès à l'IVG en 1973, avant même la France. C'est dommage qu'on en soit là et qu'on régresse. Les médecins et les militantes féministes continuent de lutter pour changer les mentalités et sensibiliser sur l'importance de ce droit. Cette association se focalise depuis 2012 sur la formation du personnel médical. Et nous avons beaucoup développé des formations très particulières qu'on appelle toujours la clarification des valeurs pour le changement des attitudes des prestataires, qui permettaient de remettre en cause des positions négatives à l'égard des femmes. Le droit à l'avortement, vieux d'un demi-siècle, a survécu aux attaques des courants conservateurs, mais reste menacé. La crise économique de ces dernières années a réduit drastiquement les budgets de la santé et du planning familial. Le monstre, c'est l'autre. C'est en tout cas l'idée véhiculée par l'expression en bon père de famille, héritée du Code Napoléon et qui reste encore aujourd'hui très présente dans l'imaginaire populaire. Et pourtant, Rose Lamy ne se laisse pas prendre. C'est bien souvent le bon père de famille lui-même qui est à l'origine des violences. C'est ce qu'elle démontre dans son ouvrage En bon père de famille aux éditions J.C. Lattès. Rose Lamy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Cette expression, elle vient du Code Napoléon et c'est surtout un modèle bien précis de bon père de famille qui vous a inspiré cet ouvrage puisque c'est un cas dans votre famille à vous. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je tire l'expression bon père de famille de la loi, du Code Napoléon, mais que moi je l'ai détournée pour parler d'une catégorie de la population plus générale dans mon essai. Et ça vient effectivement s'entremêler avec une histoire personnelle où, quand j'ai écrit mon premier livre, ça a été l'occasion de la révélation d'un secret de famille autour des violences de mon père. Votre père, qui avait pourtant une aura extrêmement populaire, en tout cas les articles publiés à sa mort montraient un chic type. Oui, donc moi, il est mort quand j'avais 4 ans, donc je ne l'ai pas connu, mais on a fait la description d'un héros. Et on avait un petit article qui était paru dans la presse quotidienne locale au moment de son décès, qu'il présentait comme donneur de sang, conseiller municipal, enfin quelqu'un de très intégré, un très bon père de famille. Et c'est quand j'ai appris les révélations de sa violence dans la sphère familiale que je me suis interrogée en fait sur cette binarité entre l'image qu'on donne au bon père de famille et le fait que statistiquement, ce seraient eux qui seraient les premiers facteurs de violence.
Donc cette expression, elle remonte à Napoléon Ier. Elle a été présente pendant longtemps dans le Code civil, avant d'être remplacée par une expression un petit peu moins genrée. Mais elle continue, malgré tout, à infuser dans la société. Oui, mais moi, par exemple, je l'ai trouvée dans le bail que j'ai signé récemment, encore en 2022. Quand on regarde les contrats de location de voiture, il est encore là. Les placements en bon père de famille. Moi, j'ai des retours aussi d'abonnés qui me disent qu'on leur demande de gérer leur temps de télétravail en bon père de famille, en réunion d'équipe. Donc voilà, c'est pas parce qu'il a disparu des textes de loi qu'il n'existe plus dans les représentations. Et ça veut dire quoi cette expression? À quoi ça faisait référence? Elle a été remplacée par raisonnable ou raisonnablement. En fait, c'est une figure de droit qui... Quand on s'engage à jouir de son bien en bon père de famille, comme ça a été le cas pour mon bail, en fait, on s'engage à occuper son appartement de la meilleure manière possible. C'est une figure de justesse, de modération, de bon sens, le bon père de famille. Vous citez ce constat de Patrizia Romito, qui est professeure de psychologie sociale. Je la cite. « En temps de paix, aux États-Unis et en France, la plupart des femmes qui sont tuées ont été assassinées par leur partenaire ou ex-partenaire, chez elles ou chez des gens de la famille. » Conclusion. Donc, le bon père de famille, c'est statistiquement celui qui est violent, mais on n'est pas encore capable de regarder cette statistique dans les yeux, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'on est détourné de ces informations statistiques, dont la plupart nous viennent du gouvernement, par une idéologie, en fait, qui fait un peu barrage à la lucidité sur les faits. Et moi, je me base sur des statistiques qui ont été partagées notamment par Gérald Darmanin dans une interview au Parisien, où il parle de 45 interventions de la police par heure en France pour violences intrafamiliales. 45 interventions de la police par heure en France. C'est à peu près une fois par minute. Et il ajoute qu'il n'y a pas un jour qui se passe en France sans que le RAID ou le GIGN interviennent pour libérer des otages, donc des femmes ou des enfants, pris en otage. Et par qui? Par des bons pères de famille. On est dans le champ lexical du terrorisme avec des prises d'otages, le RAID, le GIGN, et pourtant on parle bien des bons pères de famille. Et j'ajouterai une autre statistique aussi sur le viol, c'est aussi une source gouvernementale, qui parle de 91% des violeurs qui connaissent leurs victimes, qui font partie de l'entourage des victimes. Et alors, il y a cette théorie que vous expliquez, c'est la théorie du monstre, donc, qui serait fondamentalement incompatible avec l'image du bon père de famille. Et pourtant, vous dites, les deux ne sont pas forcément si lointains que ça, en fait. Ils sont différents dans leur nature, mais pas forcément dans les faits. Oui, pour revenir à mon histoire personnelle, moi, quand j'ai appris les violences de mon père, je me suis dit, si c'est pas un héros et qu'il est un homme violent, alors c'est un monstre. Alors qu'il est pile au milieu, comme exactement tous les hommes violents sont pile dans la norme sociale. Et on a une construction sociale de l'homme violent qui voudrait que ce soit un monstre. En fait, on voudrait que ce soit l'autre et que ce soit jamais celui qui partage notre vie, sauf que les statistiques nous démontrent l'inverse. C'est une catégorie de la population qui se construit contre. Je ne suis pas un homme violent parce que l'homme violent, je pense que c'est le tueur de joggeuses, le rôdeur de parking, le marginal, le tueur en série, parfois l'étranger, l'homme pauvre, alcoolique, qu'on décrit dans la rubrique des faits divers. Donc il y a une grande difficulté à se penser soi-même, quand on est un bon père de famille, comme potentiellement violent. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué en bon père de famille, c'est l'idée que en fait, la sphère familiale, c'est pas un endroit reposant où on peut se ressourcer, c'est aussi, peut-être même surtout, un lieu de combat politique en fait. Oui, c'est la fameuse idée féministe que l'intime est politique. Et moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « En bon père de famille », mais c'est pour parler de patriarcat. J'ai pris une formule détournée parce qu'il est difficile de parler de patriarcat encore en 2023. Mais la cellule initiale de la domination, c'est la cellule familiale. Merci beaucoup, Rose Lamy. Pour en savoir plus, on peut se reporter à votre ouvrage « En bon père de famille » aux éditions Lattès et puis également à votre compte Instagram. Préparez-vous pour la bagarre. Merci beaucoup. Merci. Plage de sable blanc, eau turquoise, les Maldives sont un paradis terrestre et surtout marin, un archipel constitué de 1190 îles où les rejoindre en bateau représente un danger pour la majorité des Maldiviennes qui ne savent pas nager. C'est aussi un frein, notamment dans l'accès à l'emploi. Alors pour elles, apprendre à nager, c'est gagner en autonomie. Le reportage de Léa Delfoli, Mathilde Delvigne et Aminat Liovina. Sur l'île de Rajdou, dans l'archipel des Maldives, savoir nager n'est pas une évidence. Pour la première fois, ces jeunes femmes vont être initiées à la natation. Ressors la tête, respire, parfait. Continue à battre des jambes. Les Maldives sont composées de plus d'1 millier d'îles. Pourtant, seule une poignée d'habitants sait nager. Et il s'agit principalement des hommes. Un constat qui a poussé Aminat Zouna, professeure de natation, à monter le projet Ocean Women, qui vise à permettre à plus de femmes d'accéder à l'eau.
Les femmes évitent la mer pour de nombreuses raisons, mais surtout celles qui portent le hijab. Elles ne se sentent pas à l'aise d'aller à la mer et de rentrer chez elles avec des vêtements mouillés qui collent au corps. Aujourd'hui, chacune d'entre elles veut nager pour s'émanciper. Je suis professeure des écoles. J'apprends à nager car j'aimerais enseigner des activités extrascolaires à mes élèves. J'apprends vite en participant à ce programme, mais j'ai encore un peu peur d'aller en eau profonde. Ne pas savoir nager empêche de nombreuses femmes d'accéder à des emplois dans le secteur de la pêche ou du tourisme, principaux employeurs dans le pays. Sur l'île de Viligili, Zuna Nassim est la première femme maldivienne directrice d'une école de plongée. Pour elle, l'apprentissage de la natation est indispensable pour trouver un travail et sortir du secteur informel. Sur le plan économique, je pense que c'est une très bonne opportunité de carrière pour les femmes. Si vous regardez les ressorts, il y a beaucoup de femmes européennes qui travaillent comme monitrices de plongée. Mais il est rare de voir une Maldivienne travailler dans ce domaine. Je pense que c'est une image qui doit changer. Parce que c'est une profession pour les deux, ce n'est pas seulement pour les hommes. Progressivement, les choses évoluent aux Maldives. À Malé, la capitale, Zik fait partie des 10% de jeunes filles âgées de 16 ans à savoir nager. Une aptitude nécessaire pour aider sa famille en cas de danger. Aux Maldives, il est plus important d'apprendre à nager parce que la mer est omniprésente et que nous devons nous déplacer principalement en bateau. Si quelque chose devait arriver, le plus sûr serait d'apprendre à nager. Nager pour survivre, mais aussi pour connaître son patrimoine, pour découvrir tout ce qui se trouve en dessous du niveau de la mer, des fonds marins qui attirent chaque année des milliers de touristes, que l'immense majorité des Maldiviennes n'a jamais vus. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. Suivez votre programme avec Wizeo fermeture volet roulant et porte de garage. Vous avez regardé votre programme avec le patrimoine mondial de l'UNESCO à Nancy.